Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie d'être votre lectrice ce soir sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Et je reprends pour vous la lecture de Maurice Barrès, Les Déracinés. Nous allons entamer ensemble le chapitre 4, intitulé Les femmes de Françoise Turel. Et Françoise Turel, nous avons fait connaissance avec ce bel homme, ce jeune personnage dans les chapitres précédents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du succès et que c'est une sorte de bel ami pour le comparer à l'œuvre de Maupassant. Oh, j'allais faire une erreur, j'allais dire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Mais non, bel ami, c'est Maupassant. Eh bien, Françoise Turel, c'est un petit peu le même style de jeune homme, vous allez le voir. Avant que je dise une autre énormité, enfin que je risque de dire une autre énormité, je vous propose d'entamer tout de suite ce chapitre 4 de Maurice Barrès, donc intitulé Les femmes de Françoise Turel, pour faire plus ample connaissance avec la gente féminine de Nancy à l'époque. Nous sommes au 19e siècle et vous pouvez réagir dès à présent avec le hashtag VBN. Sturel ne se couche pas. Il relut les passages préférés de la Nouvelle Héloïse. Les événements de cette nuit avaient éveillé en lui l'ambition et l'amitié. Rousseau l'entretenait d'amour et de sensualité. Il devenait plus vivant. L'univers se colorait. Fier de cet agrandissement intérieur, il pensait avec pitié qu'il y a des vies sans initiation. Mais entre lui-même et les objets de son désir, il sentait un voile léger. Il aurait voulu dominer les hommes et caresser les femmes. Il y prévoyait des obstacles, petit étudiant, qui n'avait pas même une lettre pour un salon parisien. Au repas de midi, où il apporta beaucoup d'appétit et un peu de somnolence, il se tut. Les dames Allison déjeunaient en ville. À la manière dont il accueillit quelques plaisanteries réchauffées de la veille, on jugea prudent de le négliger. D'ailleurs, l'intérêt de ces désœuvrés allait tout vers une nouvelle pensionnaire de qui Madame de Coulonvaux chuchotait. Une orientale, oh, le croirait-on ? De l'Empire ottoman, mais tout de même une veuve personnellement fort distinguée et d'excellente famille. Madame Astiné à Ravian, la proche parente de l'ambassadeur de la Porte à Saint-Pétersbourg. Cette jeune femme, d'une trentaine d'années, avec un teint très blanc, des cheveux noirs et des yeux d'un bleu sombre, recevait son principal caractère de la forme longue, un peu en pointe de sa figure, et du dessin de ses sourcils qui descendaient du milieu du front pour décrire chacun un bel arc et se relever encore aux tempes. Elle arrivait de Constantinople, plusieurs jours de wagon lui avaient fatigué les traits, et juste au point qui trouble le plus, les yeux battus de ce jeune homme lui rappelaient-ils d'agréables impressions ? Elle l'examinait avec amitié sans s'inquiéter des chuchotteries et politesse de la tenancière. Comme on sortait de table, elle lui dit, sans autre présentation et du ton le plus naturel, qu'un homme d'expérience eût reconnu pour l'impertinence d'une jolie femme, habituée à se faire servir et qui, pour le jeune homme, continuait simplement le sans-gêne du collège. Quel est donc ce livre qui, d'après eux, vous aurait empêché de dîner hier soir ? Et sans attendre sa réponse, je suis désœuvrée cet après-midi. Peut-être une lecture qui ne laisse pas manger me détournerait aussi de dormir. Sturel s'empressa de lui porter la Nouvelle Héloïse dans un appartement encombré de malles défaites, où parmi des robes, des chapeaux et d'agréables lingeries enrubannées, luisaient 1000 bibelots d'Orient, miroirs ronds en argent, amulettes suspendues à des chaînes, voile très léger aux couleurs tendres. « Vous regarderez, dit-elle, mes ornements, mes armes de sauvagesse. J'arrive de Constantinople et de partout. Mais tranquillisez-vous, je sais m'habiller en poupée française et je ne vous ferai pas peur. Je crois, se dit-il, qu'elle me traite en nigaud, qui n'a rien vu. Mon imagination passe peut-être toutes ces expériences. Un peu piqué, il resta pourtant parce qu'elle était belle et parfumée.
Ainsi, une mouche ne s'éloigne pas d'un morceau de sucre. Elle avait pris entre 2 doigts le livre et regardait la couverture qui parut la dégoûter. Poliment, elle généralisa ce qu'elle en pensait. Jamais je n'ai rencontré de baraque qui sentit le moisi autant que cette maison. Moi, je veux y rester 6 semaines, le temps de m'installer ailleurs. Mais que fait ici un jeune homme ? Sturel ne l'écoutait guère, un peu engourdi par ses brouillards d'insomnie et aussi par le feu trop ardent de la cheminée. Cette atmosphère le caressait. Elle lui montra des turquoises de Perse, qu'on nomme immortelles, parce qu'elles ne verdissent pas avec le temps. Elle en avait une grande quantité et les tenait d'un prince persan. Leur origine charma Sturel plus que leur bleu. Ils fumèrent des cigarettes douces, tandis qu'avec férocité, elle lui rapportait 20 récits de pensionnaires sur leur hôtesse. Une besogneuse à cheval sur sa noblesse, à genoux devant un écu, affolée par tous les hommes, complaisante à toutes les femmes, pour tout dire, la galante mère Coulonvaux. La décision des manières, le pittoresque sec et l'accent étranger sauvaient de toute vulgarité ces récits, où se trahissait un goût insolent de dégrader les êtres. Ces libertés, sans rien de bas et surtout une irrésistible lourdeur de sang, déterminèrent François à une démonstration un peu brusque, où son esprit d'ailleurs n'eut point de part. Il ressentait depuis quelques minutes, avec une sympathie intense et embarrassée, chaque mouvement de la jeune femme. Et comme elle s'était rapprochée, soudain il la prit dans ses bras, la pressa contre lui tout en disant très bas « Pardon, pardon », comme un gamin qui a trop envie d'un gâteau pour se retenir d'y porter la main. Elle ne résista nullement, mais lui ne savait que la serrer davantage. Alors, de sa belle voix, et sans aucun désordre, dans son agréable visage, seulement un peu étouffé, elle lui dit quand il fut raisonnable « Vous êtes un enfant ?» Puis elle sourit pour ne pas l'intimider. La porte n'était pas fermée. Elle l'invita à se reposer, tandis qu'elle passait dans une pièce voisine. Il n'avait point imaginé qu'on pût relever d'une manière si noble et si simple des choses qui troublaient et rendaient vulgaires les mauvais petits lycéens. Évidemment, pour elle, son plaisir seul régnait et ne s'entravait d'aucune honte. Voilà donc, ce me semble, une règle universelle, pensa François. Une parfaite politesse et de l'usage sauve toutes les situations. L'innocent ne songe même pas qu'il y faut en outre cet aimable essentiel qu'il apporte. Et s'il analyse imparfaitement les conditions de cette jolie après-midi, du moins sans souciance, le rend digne de s'associer à ce bon ton. Quand Madame Astinet revint à l'enfant, qui sans scrupule déjà sommeillait doucement, elle lui fut, cette jolie femme de 32 ans, une délicieuse révélation de joli corps, frais sous sa chemise légère, comme un fruit choisi, venu de très loin, avec 1000 précautions dans des papiers de soie. Après qu'il l'eut fêté de tout l'entrain de ses 20 ans émerveillés, et qu'enfiévrait une nuit d'insomnie, il s'endormit profondément. Il lui sembla bien qu'elle l'engageait à se lever. En vérité, il se serait plutôt laissé guillotiner que de quitter cette bonne chaleur, ce repos et ses rêves. Elle dut en prendre son parti et s'installa auprès de lui à faire sa correspondance. Vers 5 heures, elle s'approcha. « Petit, il est temps de vous préparer pour le dîner. » Mais lui, étendu comme un jeune animal, s'étirait quand elle lui parlait, les bras ouverts, prête à la recevoir, une fois encore, les yeux clos, dans une cernure bleuâtre et avec un mélange de reconnaissance et de bouderie contre ce réveil. Telle, enfin, que la jeune femme murmurait, animant d'un sourire son regard sombre et sa belle figure mate. Quel égoïste! Elle dut l'enfermer à clé. Quand elle descendit à table, où la place de l'égoïste resta vide, il ne daigna se réveiller que vers minuit. Ce bon repos, d'ailleurs, lui avait donné beaucoup de gaieté. Elle l'embrassa 1000 fois et le pria de lui laisser la nouvelle Héloïse, disant qu'elle voulait conserver ce livre-là comme une rareté, parce que dans tout l'Orient, où il y a bien des saletés,
Elle n'avait jamais vu l'objet si dégoûtant. Il s'amusa, comme un bon petit Lorrain de Neufchâteau, qu'une femme fût dédaigneuse et impertinente dans de pareilles circonstances. « Oui, dit-il avec sérieux, cet exemplaire a des dehors déplorables. Je veux en détacher pour vous la plus belle page que vous intercalerez dans votre roman préféré. » C'est ainsi que cette fois le bouquin fut allégé des lettres L et Li, reproche que Julie fait à son amant, de ce que, échauffé du vin au sortir d'un long repas, il lui a tenu des discours grossiers, accompagnés de manières indécentes. Excuse de l'amant de Julie. L'Arménienne, qui appréciait des enfantillages, mais non ceux de papier, mit au feu 2 heures plus tard et sans l'examiner se souvenir. Mademoiselle Allison, dans le même temps, se repentait d'avoir repoussé les feuillets qu'il lui avait choisis. Les dames Allison avaient décidé de manger dans leur appartement. Françoise Turel en fut contrarié. Il se sentait parti pour jouir de l'univers entier et désirait, entre autres, satisfaction, un camarade de son âge. 2 jours après, comme il montait l'escalier en courant, par l'habitude d'enfance, il croisa la jeune fille et tout essoufflé, il lui dit « On ne vous verra plus à table, mademoiselle ?»« Voilà, répondit-elle gaiement, qui vous obligera de venir au salon le jeudi. » Elle l'attendit. Elle ne parut pas. Les espérances mêlées de folie et d'étourderie qu'ils avaient conçues se transformèrent en tristesse. S'est-elle moquée de moi? Elle me dédaigne. Elle est comme l'autre, un bien précieux bijou. L'imagination, l'ignorance et la timidité donnent aux gens une force incroyable pour se proposer des succès et des malheurs également impossibles. Françoise Turel, avant de s'endormir auprès de l'Arménienne, considéra que tout est préférable à une situation fausse et qu'il devait s'expliquer avec Thérèse Allison. Il lui écrivit dès le matin. « Mademoiselle, j'étais au salon hier, jeudi. Pourquoi vous cacherais-je que j'en suis sortie profondément triste? J'étais bien obligée de reconnaître votre droit de faire passer toute distraction avant la promesse que vous avez eu la bonté de donner à un jeune homme qui ressent trop violemment la beauté, la grâce et ses propres chagrins pour exprimer ce qu'il en éprouve. Françoise Turel. Allons, me voilà dans la pire erreur, se disait-il en fermant cette lettre, qu'il fit porter. Sitôt Madame Allison dehors, je me présente donc comme un soupirant pitoyable, mais parler de son cerveau serait d'un cuistre, et qu'ai-je d'autre? Le fat. À cette époque, il n'a même pas de cerveau. Il ignore les coutumes, il ne songe pas qu'une jeune fille est de chasse réservée. C'est un jeune lévrier en liberté dans le taillis. Heureusement pour la morale, son gibier savait des tours. À la villa, les faits et gestes de chaque pensionnaire, cela va de soi, étaient connus et commentés. La femme de chambre de mademoiselle Allison, en la coiffant, lui avait dit « On parle beaucoup, en bas, c'est-à-dire à l'office, de cette dame, la Turque. Il paraît qu'elle traite pour le mieux le petit étudiant. » Mademoiselle Allison, ainsi prévenue, crut devoir reconnaître dans ce beau billet un roué. Ce n'était pas ce qui pouvait émouvoir son cœur, fait de noblesse et de chimère, mais son imagination et sa coquetterie furent intéressées à ce drôle de garçon, qui, sans savoir aucun air de Paris, était assez vivant pour s'organiser un jeu si compliqué. Elle s'amusa de le rendre amoureux, juste pour se moquer. Ce projet, dont les suites devaient tristement commander leur relation, en fut le principe. Elle lui répondit « Monsieur, ce qui eût été fâcheux, c'est qu'en allant au salon, je vous y eusse pas rencontré. Il avait été simplement convenu que vous m'attendriez. Ma bonté dont vous parlez est d'accepter un engagement de votre part. Prouvez-moi, par votre assiduité de tous les jeudis, que vous avez bien compris le seul traité possible entre nous et qui vous met sans condition au service de... signé Thérèse Allison. » Au remerciement de Sturel, la jeune fille ne répondit plus. Elle ne descendit pas au salon le jeudi suivant. Mais 8 jours après,
Elle lui donnait sa soirée tout entière et s'arrangeait en sorte qu'il ne pût distraire une minute pour Madame Astiné à Ravian, souriante, amicale, parlant d'elle-même, l'interrogeant sur lui et d'un ton aisé et gai où il était inexpérimenté pour distinguer un léger énervement. Tout de même, pour son coup d'essai, François a heureusement engagé ses badinages, une jeune fille pour veiller, une jeune femme pour dormir. Pressé contre son arménienne pendant ces longues soirées d'hiver, avec avidité, il profite de tout ce qu'elle sait. Mieux que les voyages, certains repos forment la jeunesse. Elle lui raconte Constantinople, Pétersbourg, Tiflis et le rivage d'Asie où elle est née. « Ma famille, lui disait-elle, si loin que remontent nos souvenirs, est originaire des défilés de Cilicie. Par la vallée de l'Euphrate et les oasis de Mésopotamie, nous sommes descendus en Perse. De là, nous passâmes aux Indes. Une révolution nous en chassa. Nous avons erré longuement sur les chemins du retour et dans les sables de Syrie. Je suis de naissance ionienne. Mon père, pour les devoirs de sa charge, s'établit à Constantinople. D'après les noms divers de mes aïeux, on voit qu'ils furent souvent des peintres et des fournisseurs de bracelets. Ce sont des métiers artistiques. Il y a dans ma famille une réelle éducation des nerfs. Les vallées de l'Euphrate et du Tigre, qui baignaient le paradis terrestre, Babylone et Ninive, la Perse, l'Inde, l'Ionie, de telles syllabes prononcées déterminent en Sturel de profonds ébranlements. Cette puissance de leur son n'est pas seulement qu'il vient des origines de l'histoire, mais il retourne pour les émouvoir jusqu'au gisement profond du jeune homme. Quand il avait 4 ou 5 ans, on fit sortir des ténèbres. On créa son imagination avec des récits sur ces lieux légendaires. Le bruit de leur nom, c'est un fil magnifique qui le relie dans son passé à ses premières songeries. Elle vient d'Asie et de régions mystérieuses et parfumées, comme de belles esclaves voilées. Il admire son profil grave et désire y passer la main. Il s'enfonce dans ses yeux. Il ne cherche pas la vérité sur leur amour, mais le secret des caravanes qui traversent le désert. Il appuie son oreille pour écouter. Dans ce cœur, quels mouvements agitèrent toute la série des femmes, dont elle fut entamée et qu'il aime dans ses bras. Il respire l'odeur de sa peau, et non point avec l'ardeur d'un jeune amant, mais plutôt dans un délire mélancolique, avec humilité et tristesse, s'inclinant comme un barbare sur le seuil des immenses beautés asiatiques. Il défaillait de sensations poétiques, ainsi qu'il advint à ce jeune soldat trop cupide, qui périt, écrasé sous les bagues, les diamants et les perles, parmi les trésors de l'Orient dont un fatal bonheur lui avait ouvert l'accès. Et c'est ainsi que se termine notre voyage pour cette nuit. Merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour Les femmes de Françoise Turel, dernier chapitre du roman Les Déracinés de Maurice Barrès. J'ai été ravie de découvrir ce roman que je ne connaissais pas encore avec vous. Et puis d'ici à notre prochaine rencontre ensemble, à notre prochain voyage tous ensemble, eh bien je vous invite à commenter cette émission avec le hashtag VBN. Si vous avez un coup de cœur, une envie particulière, un plus, un moins, en tout cas, si vous avez envie de nous parler, eh bien c'est le moment avec donc hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Et puis on vous prévoit plusieurs lectures à venir, plusieurs émissions spéciales pour toujours se renouveler dans Voyage au bout de la nuit. Il y aura donc des scénarios de films, peut-être même du théâtre, à lire ensemble sur D8, donc ne zappez jamais et restez éveillés toutes les nuits de 2016. Merci à l'équipe artistique de Voyage au bout de la nuit, merci à Camille Koenig pour sa programmation et vous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée sur D8. À bientôt.